Une semaine avant Noël, j'ai surpris mes parents et ma sœur complotant pour dépenser mon argent sans moi. J'ai fait semblant de rien. Le soir de Noël, ni bougie, ni dinde, juste l'humiliation. Pendant ce temps, je publiais des photos depuis ma villa de 3 millions de dollars, où j'organisais ma propre fête somptueuse. Maman m'a appelé 120 fois. Le conduit de chauffage de ma chambre d'enfant transportait les voix comme un confessionnal. Le 18 décembre, une semaine exactement avant Noël, j'étais allongé sur le sol de ce qui fut ma chambre, lors d'une visite à la maison, l'oreille pressée contre la grille métallique. En bas, dans la cuisine, ma famille était réunie autour de la table, discutant de plans qui allaient anéantir tout ce que je croyais savoir sur la loyauté et l'amour. Elle ne remarquera même pas si on emprunte 50 000, dit Vanessa, sa voix portant cette pointe de suffisance à laquelle je m'étais habitué au fil des ans. Ma sœur aînée avait toujours eu un talent pour la justification. Le fonds en fiducie que papa a créé pour elle ne fait que prendre des intérêts. Pendant ce temps, Greg et moi nous noyons sous les dettes du mariage et des rénovations. La réponse de ma mère fut rapide, sans la moindre hésitation. Dorothy a plus d'argent qu'elle ne sait quoi en faire, l'héritage de ta grand-mère, l'assurance vie de l'accident, son salaire au cabinet. Elle nage littéralement dedans pendant que nous luttons pour payer les factures de chauffage. L'accident ? Il parlait de l'accident de voiture, 3 ans plus tôt, qui avait tué mon fiancé, Nathan. Le dédommagement avait été substantiel, mais entendre ma mère y faire référence si nonchalamment, comme si mon deuil avait une date d'expiration mesurée en dollars, me glaça le sang. Mon père se racla la gorge. Margaret a mentionné que Dorothy s'intéressait à des biens immobiliers d'investissement. Si elle a assez d'argent à jeter par les fenêtres pour l'immobilier, elle peut bien aider sa famille. Le sang passe avant tout. Exactement, approuva Vanessa, sa chaise grinçant contre le sol de la cuisine. D'ailleurs, nous avons déjà dit à tout le monde que nous organisions le dîner de Noël au Country Club cette année. Les acomptes ne sont pas remboursables. Dorothy peut le couvrir, comme sa contribution à la famille. De toute façon, elle n'a pas d'enfant à qui acheter des cadeaux. La cruauté désinvolte de ce dernier commentaire me coupa le souffle. Vanessa savait pertinemment que Nathan et moi avions essayé de fonder une famille avant l'accident. C'était à elle que je m'étais confié au sujet des traitements de fertilité, de l'espoir, des projets que nous avions faits. On parle de combien, au total ? Demanda mon père. 75 000 devrait tout couvrir, dit Vanessa. Le dîner au Country Club, la rénovation de ma cuisine, et assez pour que maman et papa rattrapent les paiements de l'hypothèque qu'ils cachent. Ma mère haleta. Comment savais-tu pour ça ? J'ai vu les lettres de la banque quand je suis venu le mois dernier. Vous avez 3 mois de retard. Dorothy est assise sur près de 2 millions, tout compris, et vous êtes sur le point de perdre la maison. Un silence s'ensuivit, lourd et suffocant. Personne ne discuta. Personne ne suggéra de me demander directement, ou même de discuter si ce plan franchissait des limites éthiques. Ils commencèrent simplement à organiser la logistique, comme des voleurs se partageant un butin. Je me suis éloigné de la grille, les mains tremblantes d'une fureur si profonde qu'elle ressemblait à une révélation mystique. Ces gens m'avaient élevé, célébré mes réussites, soutenu pendant les funérailles de Nathan. Maintenant, ils ne me voyaient que comme un distributeur de billets avec un attachement sentimental. Le lendemain matin, je suis descendu avec mon plus grand sourire, apportant du café et des viennoiseries de la boulangerie que Vanessa adorait. Je me suis dit qu'on pourrait prendre un bon petit déjeuner ensemble avant que je ne retourne en ville, dis-je en m'installant à la table de la cuisine. Le sommeil avait été impossible après ce que j'avais entendu. J'avais passé des heures à fixer le plafond, rejouant chaque interaction avec ma famille au cours des 3 dernières années. Combien de fois Vanessa avait-elle demandé nonchalamment des nouvelles de la performance de mon portefeuille ? Combien de fois ma mère avait-elle orienté les conversations vers mes intérêts immobiliers ou mes stratégies d'investissement ? Les questions soudaines de mon père sur les structures des fonds en fiducie et les désignations de bénéficiaires prenaient un sens nouveau et sinistre. Ils avaient recueilli des informations, dressant un tableau complet de mon paysage financier. Cette prise de conscience me fit me sentir violé, d'une manière qui allait au-delà de la simple trahison. Ce n'étaient pas des étrangers qui essayaient de m'escroquer. C'étaient les gens qui m'avaient vu sangloter aux funérailles de Nathan, qui m'avaient tenu la main pendant les premières terribles fêtes sans lui, qui avaient promis qu'il serait toujours là pour moi. Sauf qu'ils n'avaient pas été là pour moi. Ils avaient été là, près de moi, tournant en rond comme des requins qui avaient senti l'odeur du sang dans l'eau. Ma mère me sourit radieusement, son expression chaleureuse et accueillante.
Le contraste entre cette affection et les manigances calculées de la nuit dernière me retourna l'estomac. Tu es si attentionnée, ma chérie. Nous parlions justement des projets pour Noël. Ah oui? Je versai du café dans de délicates tasses en porcelaine, l'image même de l'innocence. Vanessa se lança dans son discours répété sur le country club, le menu qu'elle avait choisi, les magnifiques décorations. Ce sera cher, mais ça en vaut la peine pour que la famille ait une célébration si spéciale. Nous espérions que tu voudrais peut-être contribuer, vu ton succès. Vous pensiez à combien, demandai-je, gardant ma voix légère et curieuse. Peut-être 20 000, suggéra Vanessa, abaissant considérablement le chiffre que j'avais entendu à travers la grille. On pourrait partager les coûts, pour que ce soit juste pour tout le monde. J'ai fait semblant de réfléchir, en prenant une lente gorgée de café. Ça semble raisonnable. En fait, je voulais vous parler de quelque chose. 3 paires d'yeux se fixèrent sur moi avec une intensité soudaine. Je pars pour Noël, annonçai-je. Une amie de la fac de droit m'a invité chez sa famille à Aspen. Je pars le 23. La température dans la pièce chuta de 20 degrés. Le sourire de ma mère se figea en quelque chose de cassant. Mais nous passons toujours Noël ensemble. C'est une tradition. Je sais, mais je pense que j'ai besoin d'un changement cette année. Les fêtes ont été difficiles depuis la mort de Nathan. Être dans un nouvel endroit pourrait m'aider. J'ai livré cette explication avec une parfaite sincérité, les regardant se démener pour recalibrer leur plan. Vanessa se reprit la première, sa voix prenant un ton enjôleur. Nous comprenons. Vraiment. Mais la famille devrait être ensemble, surtout maintenant que nous prévoyons une si belle célébration. Tu ne peux pas reporter ton voyage à Aspen? Je me suis déjà engagé, mentis-je avec aisance, mais j'adorerais quand même contribuer à votre dîner au country club. Laissez-moi réfléchir au montant et je vous reviens là-dessus. Je suis parti cet après-midi-là, retournant à mon appartement en ville avec leurs protestations déçues résonnant encore à mes oreilles. Ils ont appelé 2 fois avant même que j'atteigne l'autoroute, ma mère suppliant et Vanessa dissimulant à peine sa frustration. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. L'autoroute s'étendait devant moi, un asphalte gris disparaissant dans le brouillard hivernal. Chaque kilomètre m'éloignant de cette maison me donnait l'impression de me réveiller d'un cauchemar, sauf que le cauchemar était réel, et les gens dedans étaient ma famille. J'ai serré le volant assez fort pour que mes jointures blanchissent, la fureur et le chagrin se livrant bataille dans ma poitrine. Une partie de moi voulait faire demi-tour, les confronter directement avec ce que j'avais entendu, regarder leur visage pendant que je leur récitais leurs propres mots, les voir se démener pour trouver des excuses et des apologies. Mais une autre partie, celle qui avait survécu à la mort de Nathan et reconstruit ma vie à partir de rien, savait qu'une confrontation directe ne leur donnerait que l'occasion de manipuler et de se justifier. Mieux valait les laisser penser que j'étais ignorante. Mieux valait les laisser continuer à planifier et à manigancer, pendant que je construisais quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Mon appartement me parut différent lorsque j'ai franchi la porte ce soir-là. L'espace que j'avais soigneusement aménagé, rempli d'œuvres d'art que Nathan et moi avions collectionnées ensemble, et de meubles que nous avions choisis à des temps plus heureux, me sembla soudain moins un sanctuaire qu'un monument à tout ce que j'avais perdu. Pas seulement Nathan, mais la famille que je pensais avoir. Je me suis versé un verre de vin et je suis resté à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'animer à travers l'horizon. Quelque part là dehors, d'autres familles se réunissaient pour le dîner, partageant leur journée, planifiant leurs vacances ensemble. Peut-être que certaines d'entre elles étaient sincères. Peut-être que certaines s'aimaient vraiment, sans arrière-pensée ni agenda caché. Ou peut-être que tout le monde mentait à tout le monde, et que j'avais juste été assez naïf pour croire en quelque chose qui n'existait pas. Mon téléphone vibra avec un autre appel de Vanessa. Je l'ai mis en sourdine et j'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. Les 3 jours suivants, j'ai exécuté mon plan avec la précision qui avait fait de moi l'une des plus jeunes associées seniors de mon cabinet d'avocats. D'abord, j'ai contacté mon conseiller financier, Trevor Morrison, et lui ai fait transférer la majeure partie de mes actifs liquides sur des comptes auxquels ma famille ne pouvait pas accéder. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, Brett Sawyer, et lui ai fait rédiger une lettre officielle stipulant que toute tentative d'accès à mon fonds en fiducie ou à d'autres comptes sans autorisation écrite entraînerait des poursuites pénales. Trevor gérait mes investissements depuis la mort de Nathan, m'aidant à naviguer dans l'afflux écrasant d'argent de l'assurance et des fonds de règlement. Il ne m'avait jamais posé de questions indiscrètes ni ne m'avait fait culpabiliser de dépenser ou d'économiser. Quand j'ai expliqué ce dont j'avais besoin sans lui dire pourquoi,
il a simplement dit, considérez que c'est fait, et a tout restructuré en 48 heures. Brett fut tout aussi efficace. En tant qu'avocat, il s'était occupé de la succession de Nathan et m'avait aidé à établir le fonds en fiducie que ma grand-mère m'avait laissé. Vous attendez-vous à ce que quelqu'un tente un accès non autorisé, demanda-t-il, son ton professionnel mais inquiet. Je suis prévoyante, dis-je, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Intelligent, répondit-il. Je ferai rédiger la lettre et enverrai des copies à toutes les institutions financières concernées d'ici la fin de la journée de demain. Mais ce n'était que des mesures défensives. Ce que je prévoyais pour Noël demandait beaucoup plus de créativité. Par l'intermédiaire d'une collègue dont la famille possédait des propriétés de luxe, j'ai réservé une magnifique villa dans la région viticole, à seulement 2 heures de la ville. La location coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en 6 mois, mais elle était entièrement pourvue en personnel, magnifiquement décorée et disponible pour le jour de Noël. J'ai invité 12 personnes, des amis proches de la fac de droit, des collègues du cabinet dont je savais qu'ils seraient seuls pour les fêtes, et 2 anciens enfants placés d'un programme de mentorat que j'avais discrètement financé pendant des années. La collègue, Amanda, avait mentionné la propriété lors d'une conversation informelle sur les projets de vacances. Sa famille possédait plusieurs locations de luxe dans toute la région viticole, s'adressant à des clients fortunés qui voulaient de l'intimité et de l'extravagance sans l'engagement de la propriété. Le domaine de Meadowbrook est disponible, dit-elle lorsque j'ai appelé pour me renseigner. C'est notre propriété phare, 15 acres, entièrement pourvue en personnel, hébergement pour 20 personnes. Nous la réservons généralement 1 an à l'avance, mais nous avons eu une annulation la semaine dernière. Le divorce d'un dirigeant de la tech a été finalisé, et son ex-femme a obtenu la réservation dans le règlement. L'ironie ne m'a pas échappé. La dissolution d'une famille finançant ma célébration de liens choisis. Je la prends, dis-je. Et je veux le service complet. Chef, ménage, concierge, tout. Amanda a annoncé un prix qui aurait fait halter la plupart des gens. Je n'ai pas hésité. C'est fait. Envoyez-moi le contrat. La sélection de la liste des invités demanda plus de réflexion que la réservation du lieu. Je me suis assise à ma table de salle à manger avec un bloc-notes, écrivant des noms et les barrant, réfléchissant à qui méritait de faire partie de cette célébration et avec qui je voulais partager ce moment particulier. Mélissa était la première sur la liste, évidemment. Nous nous étions rencontrés pendant notre brutale première année de fac de droit, nous lions d'amitié sur notre épuisement partagé et le sentiment d'être perpétuellement dépassés. Elle avait perdu ses parents dans un incendie de maison à 16 ans et avait financé ses études de premier cycle et de droit grâce à une combinaison de bourses, de prêts et d'emplois qui la laissait perpétuellement épuisée. Lorsque j'avais hérité de l'argent après la mort de Nathan, j'avais discrètement remboursé ses prêts étudiants. Elle a pleuré pendant 1 heure quand elle l'a découvert. Il y avait aussi James Mitchell, un associé senior du cabinet qui m'avait encadré pendant mes jours les plus sombres après l'accident. Sa femme était décédée d'un cancer 5 ans plus tôt, et ses enfants adultes vivaient à l'étranger. Il passait chaque fête seul, prétendant qu'il préférait ça. Mais j'avais vu la solitude dans ses yeux lors des fêtes de Noël du bureau. Les enfants placés de mon programme de mentorat, Kayla et Derek, avaient tous les deux la vingtaine maintenant, naviguant dans la vie de jeunes adultes sans le filet de sécurité que la plupart des gens tiennent pour acquis. Kayla terminait ses études d'infirmière tout en travaillant de nuit à l'hôpital. Derek venait de commencer un apprentissage d'électricien après des années à enchaîner les petits boulots au salaire minimum. Tous deux étaient sortis du système à 18 ans avec rien d'autre que de la détermination et du courage. J'ai ajouté des collègues qui étaient devenus de véritables amis, des gens qui avaient été là pour moi pendant les funérailles de Nathan et les terribles mois qui ont suivi. Sarah Chen, qui avait repris mes dossiers quand le chagrin me rendait inutile. David Park, qui s'était assis avec moi dans mon bureau pendant que je sanglotais au lieu d'assister à une déposition. Rachel Kim, qui m'apportait de la soupe tous les jours pendant 3 semaines parce qu'elle avait remarqué que j'avais arrêté de manger. Puis il y en avait d'autres du cabinet, des associés et des assistants juridiques qui faisaient partie de mon cercle élargi, des gens dont j'appréciais sincèrement la compagnie sans prétention ni obligation. Les invitations furent envoyées sur un élégant papier cartonné, livré en main propre par coursier. Vous êtes cordialement invité à une célébration de Noël intime au domaine de Meadowbrook. Tenue de soirée, transport fourni. Veuillez vous joindre à moi pour créer de nouvelles traditions et célébrer la famille que nous choisissons. Chaque personne accepta. Pendant ce temps, les appels de ma mère se firent plus fréquents. Vanessa envoya des SMS qui passèrent de simples nouvelles à des demandes à peine voilées.
Mon père laissa un message vocal expliquant qu'ils avaient déjà payé la compte du country club avec une carte de crédit qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre, en supposant que je les rembourserais. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Le 22 décembre, j'ai envoyé un SMS groupé à mes parents et à Vanessa. J'ai hâte d'entendre parler de votre célébration de Noël. Passez un merveilleux moment au country club. Je suis désolé de ne pas pouvoir venir, mais je suis sûr que ce sera charmant. Vanessa appela immédiatement. J'ai refusé l'appel et mis mon téléphone en sourdine. La veille de Noël. J'ai conduit jusqu'à la villa, le coffre plein de cadeaux soigneusement choisis pour chaque invité. La propriété dépassait même mes attentes. Située sur 15 acres de collines, la maison principale disposait de baies vitrées donnant sur des vignobles saupoudrés de givre hivernal. À l'intérieur, une équipe de décorateurs avait transformé chaque pièce en quelque chose d'un magazine de luxe. Le sapin dans le grand salon mesurait 12 pieds de haut, orné d'ornements en cristal et de lumière blanche qui projetaient des arcs-en-ciel prismatiques sur les sols en marbre. Le trajet à travers la région viticole avait été paisible. Le paysage, dépouillé de ses essentiels hivernaux. Des vignes nu marchaient en rangées précises sur des pentes douces, leur géométrie austère belle dans sa simplicité. Le ciel était bas et gris, menaçant une neige qui ne viendrait probablement pas, mais qui créait néanmoins une atmosphère. Lorsque j'ai tourné sur l'allée privée menant au domaine de Meadowbrook, j'ai eu le souffle coupé. Les photos qu'Amanda m'avait montrées ne rendaient pas justice à la propriété. La maison principale s'élevait sur 3 étages, son architecture de pierre et de verre réussissant à être à la fois grandiose et accueillante. De plus petites maisons d'hôtes parsemaient le terrain, reliées par des sentiers en pierre bordés de haies soigneusement taillées. Les jardins, qui éclateraient de couleurs au printemps, étaient maintenant en dormance, leur parterre paillé et prêt pour l'hiver. Je me suis garé dans l'allée circulaire et je suis resté un moment, juste à admirer. C'était à moi pour les 3 prochains jours. Pas parce que j'y étais né ou que je m'y étais marié, mais parce que j'avais travaillé pour ça, parce que j'avais survécu à la perte et au deuil, et que j'avais bâti une carrière qui me donnait les ressources pour créer des moments comme celui-ci. La porte d'entrée s'ouvrit avant que je puisse l'atteindre. Une femme dans la cinquantaine, habillée de manière professionnelle mais chaleureuse, me sourit. Vous devez être notre invité pour les fêtes. Je suis Diane Carlson, la gérante de la propriété. Bienvenue au domaine de Meadowbrook. Veuillez entrer, il fait froid. L'intérieur tenait la promesse de l'extérieur, de hauts plafonds, des poutres apparentes, des meubles qui semblaient anciens mais étaient confortables. Des œuvres d'art originales ornaient les murs, pas les imprimés génériques que l'on trouve dans la plupart des locations. Des fleurs fraîches remplissaient chaque pièce, leur parfum se mêlant à la fumée de bois de l'énorme cheminée en pierre. Nous avons préparé la suite principale pour vous, dit Diane en me faisant traverser la maison. La chef, Michelle Laurent, est arrivée ce matin et a déjà commencé les préparatifs du festin de demain. Le personnel supplémentaire arrivera à 7 heures. Avant que je ne vous fasse la visite complète. Montrez-moi juste le café, dis-je. J'explorerai par moi-même. Elle m'a conduite à une cuisine qui aurait fait pleurer de jalousie n'importe quel chef, puis a discrètement disparu. J'ai versé du café d'une cafetière à piston déjà prête, les grains fraîchement moulus et parfaitement préparés. Debout à la fenêtre de la cuisine, regardant les vignobles et les collines qui semblaient s'étendre à l'infini, j'ai senti quelque chose d'inconnu s'installer dans ma poitrine. La paix. Une paix réelle et authentique. Mon téléphone vibra dans ma poche. Encore Vanessa. Je l'ai mis en sourdine sans regarder le message. La chef que j'avais engagée préparait déjà le festin de demain, un carré de bœuf en croûte d'herbe, une purée de pommes de terre à la truffe, des choux de Bruxelles rôtis au lard, une bisque de homard fraîche, et une sélection de desserts qui comprenaient à la fois des favoris traditionnels et des créations innovantes. La cave à vin avait été approvisionnée en millésime qui coûtait plus cher la bouteille que la compte de ma famille au country club. Mes invités commencèrent à arriver le matin de Noël, leurs visages s'illuminant en découvrant les lieux. Mélissa a même pleuré en voyant l'énorme écran numérique que j'avais installé dans la salle à manger, diffusant un diaporama de photos de nos rencontres au fil des ans nous tous lors de diverses célébrations, de dîners décontractés, de sessions d'études et de moments de connexion sincère. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça », murmura-t-elle en me serrant fort dans ses bras. « Nous méritons tous de nous sentir chéris, lui ai-je dit, surtout par les gens qui sont vraiment là pour nous. » À midi, la villa bourdonnait de rires et de conversations. Nous avons échangé des cadeaux près de l'immense cheminée, joué à des jeux ridicules qui nous ont tous fait pleurer de rire,
et porter un toast avec du champagne qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de certaines personnes. J'ai posté des photos sur les réseaux sociaux tout au long de la journée, les magnifiques tables dressées, la nourriture incroyable, des clichés spontanés de mes invités semblant sincèrement joyeux. Chaque publication était soigneusement calculée. Les légendes mettaient l'accent sur la gratitude, la famille choisie et les nouveaux départs. La géolocalisation indiquait l'emplacement et le nom de la villa. Tout criait la richesse, la célébration et l'exclusion délibérée. Mon téléphone, que j'avais rallumé, a commencé à vibrer vers 14 heures. D'abord Vanessa, puis ma mère, puis mon père. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale pendant que je découpais le carré de bœuf et que je servais à mes invités un repas qui aurait pu nourrir 40 personnes. Les messages vocaux ont commencé par être des excuses confuses, puis sont devenus des accusations colériques, avant de sombrer dans des supplications désespérées. À 18 heures, ma mère avait appelé 89 fois. J'ai vérifié le compteur de messages vocaux pendant le dessert, montrant le nombre à Mélissa, qui a levé sa flûte de champagne dans un salut sardonique. Aux familles qui nous voient comme des personnes, pas comme des tirelires, a-t-elle déclaré, et tout le monde a bu à cela. Les SMS racontaient une histoire plus complète. Vanessa s'était apparemment présentée au country club dans une robe qu'elle avait achetée spécialement pour les photos, pour découvrir qu'ils avaient mal compris la situation de la compte. Ce qu'ils avaient payé couvrait la réservation de l'espace, mais le dîner lui-même exigeait un paiement intégral à l'arrivée. Lorsqu'ils n'ont pas pu produire 75 000 $, le club a refusé de les servir. On est assis sur le parking, disait le SMS de Vanessa. Maman pleure. Papa n'arrête pas d'essayer de t'appeler. Comment as-tu pu nous abandonner comme ça à Noël? Un autre SMS suivi 20 minutes plus tard. J'ai vu ton Instagram. Tu es dans un manoir en train de faire la fête pendant que nous sommes humiliés et affamés. Quel genre de personne es-tu? Je me suis versé un autre verre de vin et j'ai posté une photo du soufflé au chocolat servi, coulant et parfait. La légende disait, reconnaissante pour les amis qui sont comme une famille. Béni au-delà de toute mesure. Le message vocal numéro 97 de ma mère est arrivé vers 19h30. Sa voix était brisée par les larmes. Dorothy, s'il te plaît. Je t'en supplie. Nous sommes assis sur un parking le jour de Noël. Ta sœur est dévastée. Ton père ne veut même plus me regarder. Nous avons fait une erreur avec le country club et maintenant nous n'avons rien. Pas de dîner, pas de célébration, juste la honte et la déception. S'il te plaît, rappelle-nous. S'il te plaît, aide-nous. Tu es notre fille, notre famille. Est-ce que ça ne signifie rien? Je l'ai supprimé sans l'écouter jusqu'au bout. Au moment où mes invités sont partis le lendemain matin, la plupart agréablement épuisés d'être restés à parler et à rire jusqu'à 3 heures du matin, ma mère avait appelé 120 fois. Les SMS se comptaient par centaines. Mon père avait laissé des messages vocaux allant de demandes autoritaires à des excuses brisées. Vanessa avait apparemment parlé de ma trahison à plusieurs membres de la famille élargie, ce qui a entraîné un flot de messages de cousins et de tantes à qui je parlais à peine, tous condamnant mon égoïsme. La matinée avait commencé par des adieux élaborés, chacun voulant exprimer sa gratitude une dernière fois. Mélissa me serra si fort dans ses bras que mes côtes en craquèrent. « Tu m'as offert le premier vrai Noël que j'ai eu depuis la mort de mes parents », murmura-t-elle. Je ne pensais pas pouvoir ressentir à nouveau ce genre de chaleur. James Mitchell, toujours calme et professionnel, avait les larmes aux yeux en me serrant la main. Ma femme organisait des célébrations comme celle-ci. J'avais oublié ce que ça faisait de faire partie de quelque chose de joyeux au lieu de simplement endurer la saison. Merci de me l'avoir rappelé. Kayla et Derek restèrent après que tout le monde soit monté dans les voitures que j'avais prévues pour les ramener chez eux. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour nous, dit Kayla, serrant les coûteux manuels d'infirmière que je lui avais emballés. Nous ne savions même pas que les gens pouvaient être si généreux sans vouloir quelque chose en retour. Ce commentaire me toucha plus qu'elle ne l'avait probablement voulu. Ma famille m'avait appris la même leçon, mais dans le sens inverse, que la générosité pouvait être un masque pour la manipulation, que la gentillesse pouvait cacher des calculs. Ces jeunes le comprenaient pour avoir grandi dans des systèmes qui marchandisaient les soins et appelaient ça de la charité. Parfois, la générosité, c'est juste de la générosité, leur ai-je dit. Souvenez-vous de ça quand vous serez en position d'aider les autres un jour. Après que la dernière voiture ait disparu au bout de l'allée, j'ai traversé la villa en silence. Le personnel avait déjà commencé le nettoyage,
travaillant avec une efficacité discrète pour restaurer l'espace. Diane m'a trouvé dans le grand salon, fixant l'immense sapin. « Une célébration réussie ?» demanda-t-elle. « La meilleure que j'ai jamais eue, dis-je honnêtement. »« Je gère cette propriété depuis 8 ans, dit Diane en me rejoignant près du sapin. J'ai vu toutes sortes de rassemblements que vous pouvez imaginer, des mariages à $1 million, des séminaires d'entreprise, des refuges de célébrités. Mais les meilleurs événements sont toujours ceux comme le vôtre, ceux où les gens se soucient vraiment les uns des autres au lieu de simplement jouer la comédie de l'affection. J'ai passé le 26 décembre à la villa, profitant du silence et du personnel restant qui avait accepté de rester toute la semaine. Le chef a préparé un brunch léger d'œufs bénédicts et de fruits frais pendant que je m'asseyais sur la terrasse, enveloppé dans une couverture en cachemire, lisant les messages qui continuaient d'affluer. Un de Vanessa a attiré mon attention. « Je sais que tu nous as entendu parler avant de partir. Tu as planifié cette vengeance depuis, n'est-ce pas? Tu es cruelle et vindicative, et j'espère que tu es heureuse de détruire ta famille pour une seule conversation. » J'ai répondu pour la première fois en plus d'une semaine. Mon message était bref et précis. Je ne détruis rien. Je refuse simplement de financer un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre pendant que vous complotez pour me voler dans mon dos. Joyeux Noël. Sa réponse est venue immédiatement. Nous n'allions pas voler. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. La famille se respecte, ai-je répondu. La famille demande au lieu de comploter. La famille ne réduit pas le deuil de quelqu'un à un montant en dollars ni ne traite sa perte comme une source de revenus pratique. Les 3 points indiquant qu'elle était en train d'écrire sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant qu'elle n'envoie finalement « Maman et papa vont perdre la maison ». Alors ils auraient dû me demander de l'aide au lieu de prévoir de prendre sans permission, ai-je répondu. J'aurais aidé avec l'hypothèque. J'aurais contribué à une célébration de Noël raisonnable. J'aurais fait presque n'importe quoi si vous m'aviez approché honnêtement. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez vu comme une ressource à exploiter, pas comme une personne à respecter. Aucune réponse ne vint à cela. J'ai posé mon téléphone, face vers le bas, et je suis rentré pour faire mes affaires. Le trajet de retour vers la ville me parut différent de tous les voyages que j'avais faits auparavant. Plus léger, d'une certaine manière, malgré le poids de ce que j'avais fait. J'avais coupé les ponts avec une précision chirurgicale, excisant les parties de ma vie qui étaient devenues toxiques tout en se déguisant en amour. Mon appartement m'a accueilli avec son silence familier. J'y avais emménagé après la mort de Nathan, incapable de rester dans l'endroit que nous avions partagé. L'espace reflétait mon isolement, beau, cher et profondément vide du chaos qui caractérise la vraie vie de famille. Mais peut-être que c'était bien comme ça. Peut-être que la famille n'était pas censée être une obligation et une culpabilité déguisée en nostalgie. Peut-être que la famille, c'était ce que j'avais créé à la villa, des gens qui venaient parce qu'ils le voulaient, qui célébraient votre joie au lieu de calculer votre valeur, qui voyaient votre humanité avant votre compte en banque. Ma mère a de nouveau appelé le 27 décembre. J'ai répondu cette fois, ma voix calme et posée. Dorothy, Dieu merci. Nous devons parler de ce qui s'est passé. Il n'y a rien à discuter, dis-je. Je sais que vous prévoyez de prendre mon argent sans me le demander. Je sais que vous me voyez comme une solution à vos problèmes financiers plutôt que comme votre fille. Je sais que Vanessa vous a fourni des informations sur mes actifs et vous a encouragé à vous servir. Un silence s'étira entre nous, brisé seulement par sa respiration superficielle. Nous n'aurions rien pris, dit-elle finalement, sa voix faible. On ne faisait que parler, on faisait des plans au cas où tu aurais offert. Vous discutiez de montants spécifiques et de stratégies pour accéder à des comptes, dis-je. Ce n'est pas une planification hypothétique. C'est un vol prémédité. Tu dramatises. Vraiment? Parce que la situation de l'hypothèque est réelle. L'acompte du country club que vous ne pouviez pas vous permettre est réel. L'attente que je vous remette simplement $75 000 sans poser de questions est réelle. La seule chose qui n'est pas réelle, c'est le lien familial que vous prétendez devrait m'obliger à financer vos erreurs. Ma mère se mit à pleurer, un son conçu pour me faire culpabiliser. Autrefois, ça aurait marché. On t'a élevé, dit-elle. On t'a nourri, habillé, on t'a mise à l'école. Vous avez fait le strict minimum requis des parents, répondis-je, mon ton ni en colère ni triste, simplement factuel. Et je vous en suis reconnaissante. Mais la gratitude ne signifie pas la soumission. Elle ne signifie pas me laisser utiliser et manipuler.
Elle ne signifie pas faire semblant de ne pas vous avoir entendu réduire mon fiancé décédé à un dédommagement d'assurance pratique. Ses pleurs s'arrêtèrent brusquement. Tu as tout entendu, dit-elle. Chaque mot. Oui, répondis-je. C'est ça. Et tu as planifié cette vengeance depuis, continua-t-elle. La villa, la fête, l'humiliation publique. Je me suis protégé, rectifiai-je. La villa était une célébration avec des gens qui se soucient vraiment de moi. Les publications étaient la documentation de cette célébration. Si vous vous êtes senti humilié, c'est une conséquence de vos propres actions et attentes, pas de ma vengeance. Que veux-tu de nous, demanda-t-elle, sa voix se durcissant. Que faudra-t-il pour que tu nous aides? La question révéla tout ce que j'avais besoin de savoir. Même maintenant, prise sur le fait et confrontée, elle cadrait cela comme une négociation sur l'argent plutôt que comme une relation qui avait besoin d'être réparée. Je veux que vous vendiez la maison, dis-je. Déménagez dans quelque chose que vous pouvez réellement vous permettre. Je veux que Vanessa et Greg arrêtent de vivre au-dessus de leurs moyens et d'attendre des sauvetages. Je veux que vous compreniez tous que mon argent est à moi, gagné et hérité de mes propres expériences de vie, pas une ressource familiale à distribuer à votre convenance. Tu vas nous laisser tout perdre, dit-elle. Vous allez perdre ce que vous ne pouvez pas vous permettre de garder, répondis-je. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la réalité. Je vous aiderai à trouver un bon agent immobilier. Je contribuerai même aux frais de déménagement si vous m'approchez honnêtement et respectueusement. Mais je ne financerai pas le fantasme selon lequel vous avez droit à un style de vie que vous n'avez pas gagné. Ma mère raccrocha sans un mot de plus. Vanessa appela 1 heure plus tard, sa voix tremblante de fureur. Tu as tout détruit. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa s'est enfermé dans son bureau. Toute la famille pense que tu es un monstre. Toute la famille peut penser ce qu'elle veut, dis-je calmement. Leurs opinions ne changent pas les faits. On avait besoin de cet argent. On comptait sur toi. Alors vous auriez dû demander au lieu de comploter. Vous auriez dû me respecter au lieu de me réduire à un montant en dollars. Vous auriez dû me traiter comme de la famille au lieu d'une cible. On t'a traité comme de la famille. La famille signifie le respect mutuel, l'interrompis-je. La famille signifie l'honnêteté. La famille ne signifie pas discuter de la manière de dépenser l'héritage de quelqu'un de sa grand-mère décédée et le dédommagement pour le deuil de son fiancé décédé, comme si ces choses étaient un bien commun. Tu veux savoir ce que famille signifie pour moi maintenant? Ça signifie les amis qui sont venus à la villa sans aucune attente, sauf pour célébrer ensemble. Ça signifie les gens qui demandent comment je vais sans calculer ce qu'ils peuvent tirer de ma réponse. La voix de Vanessa baissa jusqu'à devenir presque suppliante. Je suis désolé qu'on en ait parlé sans toi. Je suis désolé qu'on ait fait des suppositions. Mais tu vas vraiment nous couper les ponts complètement pour une seule conversation? Je ne vous coupe pas les ponts, dis-je. J'établis des limites. Si vous pouvez respecter ces limites, nous pourrons peut-être reconstruire quelque chose. Si vous ne le pouvez pas, alors nous resterons distants. Quoi qu'il en soit, j'ai fini d'être la banque de la famille. Elle raccrocha aussi. Janvier apporta de nouveaux développements. Mes parents mirent leur maison en vente à un prix qui reflétait le marché plutôt que leurs aspirations. Vanessa publia sur les réseaux sociaux qu'elle réduisait son train de vie et simplifiait, faisant croire que c'était un choix plutôt qu'une conséquence. Mon père m'envoya un email me demandant si je connaissais de bons conseillers financiers qui pourraient les aider à restructurer leurs dettes. Je répondis de manière professionnelle, fournissant 3 noms et proposant de couvrir les frais de consultation initiale. Il me remercia sans mentionner Noël, le country club ou quoi que ce soit d'autre qui s'était passé. Mélissa appela en février pour m'inviter à son dîner d'anniversaire. Cette fête de Noël a changé ma vie, admit-elle. J'étais tellement concentré sur ce que je n'avais pas, ce que j'avais perdu. Te voir créer quelque chose de si beau pour des gens qui ne sont même pas de ta famille de sang m'a rappelé que la famille est un choix, pas seulement un accident de génétique. Ça me l'a rappelé aussi, lui ai-je dit. En mars, ma mère envoya une carte avec un bref mot à l'intérieur. Nous nous installons dans un endroit plus petit. C'est en fait agréable de ne pas avoir autant d'espace à entretenir. Ton père travaille avec le conseiller que tu as recommandé. Merci pour ça. J'espère que tu vas bien. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elle avait fait ou prévu de faire, juste des nouvelles superficielles et une distance polie. Je n'ai pas répondu.
Vanessa m'a contacté en avril pour me demander si on pouvait se voir pour un café. J'ai accepté, en choisissant un lieu neutre, à mi-chemin entre nous. Elle avait l'air différente, fatiguée d'une manière qui suggérait des conséquences réelles plutôt qu'un drame fabriqué. Greg et moi nous sommes séparés, dit-elle sans préambule. Les problèmes d'argent n'étaient qu'un symptôme de problèmes plus importants. Il s'avère que nous nous sommes tous les deux mariés pour les mauvaises raisons. Je suis désolé, dis-je, sincèrement. Vraiment, demanda-t-elle. Tu as l'air plutôt contente de nous voir tous nous effondrer. Je ne suis pas contente de votre douleur, répondis-je. Mais je n'en suis pas responsable non plus. Vous avez fait des choix qui ont mené à ça. Greg aussi. Maman et papa aussi. J'ai juste refusé de permettre que ces choix continuent. Elle remua son café sans le boire. Tu as toujours été la plus forte. Même quand on était enfant, tu n'as jamais eu besoin de personne comme le reste d'entre nous. J'avais besoin de toi, rectifiai-je doucement. J'avais besoin d'une sœur qui me soutiendrait dans mon deuil au lieu de calculer la valeur de ma perte. J'avais besoin de parents qui me demanderaient comment je m'en sortais au lieu de voir ma tragédie comme leur opportunité. J'avais besoin d'une famille qui me voyait comme une personne. Elle baissa les yeux vers la table. Mais tu as raison sur une chose, continuai-je. Je n'ai plus besoin de ça. J'ai construit autre chose à la place. Le truc de la famille choisie, dit-elle. Le truc de la famille choisie, confirmai-je. Vanessa croisa enfin mon regard. Je suis désolé pour ce que nous avons dit, ce que nous avons prévu. Tu mérites mieux de notre part. Je ne sais pas si ça a de l'importance maintenant, mais c'est vrai. Ça a de l'importance, dis-je. Ça ne répare rien, mais ça a de l'importance. Nous nous sommes quittés sans prévoir de nous revoir, sans promesse de reconstruire notre relation, juste la reconnaissance qu'un mal avait été fait et ne pourrait probablement pas être entièrement réparé. Noël revint. Cette fois, j'ai loué une villa différente et j'ai invité 20 personnes, dont Mélissa, plusieurs collègues, d'autres mentorés de mon programme, et 2 lointains cousins avec qui j'avais renoué et qui avaient eu leur propre relation compliquée avec notre famille. Vanessa m'envoya une carte cette année-là. À l'intérieur, elle avait écrit « J'espère que ta célébration est magnifique. Tu le mérites. Peut-être qu'un jour nous pourrons nous retrouver, mais je comprends si ce n'est pas le cas. Merci de m'avoir appris que l'amour sans respect n'est que de la manipulation, portant un masque plus joli. » J'ai gardé cette carte. Mes parents n'ont rien envoyé, ce qui était sa propre forme de communication. Le grand salon de la villa se remplit de rire et de chaleur, et de gens qui avaient choisi d'être là, qui célébraient ma présence au lieu de mon portefeuille. Nous avons mangé une nourriture incroyable, échangé des cadeaux attentionnés, et porté un toast aux familles que nous avions construites plutôt que celles dans lesquelles nous étions nés. Quelqu'un m'a demandé si ma famille d'origine me manquait pendant les fêtes. J'ai réfléchi attentivement à la question avant de répondre. La version d'eux que je pensais qu'ils étaient me manque, ai-je finalement dit. Mais cette version n'a jamais été réelle. C'était une histoire que je me racontais parce qu'accepter la vérité faisait trop mal. Maintenant, je n'ai plus rien à regretter car j'ai exactement ce dont j'ai besoin, ici même. Ce n'était pas tout à fait vrai. Une petite partie de moi aspirait encore à la mère qui me choisirait plutôt que l'argent, à la sœur qui protégerait plutôt qu'exploiterait, au père qui serait un parent plutôt qu'un calculateur. Mais cette douleur était devenue gérable, une petite cicatrice au lieu d'une plaie ouverte. Les gens réunis dans cette villa représentaient quelque chose de plus précieux que la famille qui m'avait été assignée. Ils représentaient le choix, le respect et une affection sincère. Ils me voyaient comme un tout, plutôt que comme des composants à évaluer et à utiliser. Mon téléphone n'a pas sonné du tout ce Noël-là. Ma mère avait finalement arrêté d'appeler. J'ai posté une photo de la célébration, nous tous réunis autour de la cheminée, les visages rayonnants de joie sincère, les verres levés pour un toast. La légende disait, la maison, c'est simplement là où ils vous choisissent en retour. 300 personnes ont aimé. Vanessa en faisait partie. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était ainsi que certaines familles prenaient fin, et d'autres commençaient, non pas avec des confrontations dramatiques ou des réconciliations larmoyantes, mais avec la reconnaissance silencieuse que les anciens schémas ne continueraient pas et que de nouveaux pourraient éventuellement émerger. Ou peut-être pas. Peut-être que mes parents et Vanessa resteraient des figures lointaines dans ma vie, des gens que j'avais autrefois aimés et qui s'étaient avérés incapables de m'aimer comme j'avais besoin d'être aimé. Quoi qu'il en soit, j'avais cessé d'attendre qu'ils changent.
J'avais cessé d'espérer qu'ils développeraient soudainement la capacité d'une affection désintéressée ou d'un remords sincère. J'avais cessé de mesurer ma valeur à leur validation ou mon bonheur à leur approbation. Le conduit de chauffage qui avait transporté leur voix comploteuse m'avait aussi apporté un cadeau. Bien qu'il ne l'ait jamais voulu ainsi, il m'avait apporté la clarté, m'avait montré exactement qui ils étaient quand ils pensaient que je ne pouvais pas les entendre. La plupart des gens n'obtiennent jamais ce genre d'honnêteté de leur famille. Je l'avais utilisé pour me libérer. Sur le chemin du retour vers la ville après cette deuxième célébration de Noël, j'ai pensé à Nathan. Il aurait compris ce choix. Il avait toujours été meilleur que moi pour poser des limites, meilleur pour reconnaître quand la présence de quelqu'un coûte plus que son absence. Tu mérites des gens qui sont là pour toi, m'avait-il dit une fois, en parlant d'une amie qui n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Pas des gens qui viennent à toi. Ma famille était venue à moi, s'approchant avec les mains déjà tendues, les attentes déjà formées. Ils avaient vu mon succès, mon héritage, mon dédommagement, et avaient décidé que ces choses leur appartenaient en vertu de l'ADN partagé. Ils s'étaient trompés. L'argent était à moi. Le deuil était à moi. Le choix de savoir avec qui partager ma vie était à moi.